Chapitre 2 Méthode de mesure. Dans ce troisième cours du chapitre 2, on va voir les mesures des résistances. On va commencer par la classification des résistances. On va voir la méthode volt-ampère métrique, puis la méthode de zéro, plus précisément la méthode du pont de Wheatstone, puis la mesure de très grande résistance par la méthode de la perte de charge. Définition, unité et calcul d'une résistance. La résistance est la caractéristique d'un matériau qui définit sa capacité à s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension électrique donnée. Cette définition peut être schématisée dans cette image. Donc, on voit ici que le courant électrique, donc c'est le déplacement des charges électriques sous l'effet d'une tension ou bien d'une différence de potentiel, et la résistance, donc elle peut être définie comme étant l'opposition de ce matériau au passage de ce courant électrique. Une résistance se mesure en ohms, dont le symbole est la lettre grecque suivante, donc c'est oméga, et elle peut varier de quelques ohms à plusieurs mégaohms. Une résistance peut être calculée en utilisant la loi d'Ohm, en référence au physicien allemand Georg Simon Ohm, qui a découvert la relation entre la tension et le courant électrique, donc qui peut être donné à température constante par la relation suivante. R, la résistance, est égale à U sur I. Donc U, c'est la tension en volts et I, c'est le courant en ampères. La valeur de la résistance peut changer en fonction de la température. Et aussi, on peut donc calculer la résistance d'un matériau à partir de ses caractéristiques physiques avec la loi suivante. R, c'est ρL sur S. Avec ρ, c'est la résistivité du matériau, L, c'est la longueur et S, c'est la surface. Passons maintenant à la classification des résistances. On a dit une résistance se mesure en ohms et elle peut varier de quelques ohms à plusieurs mégaohms. Donc, on peut classifier ces résistances selon trois catégories. Des résistances faibles, en anglais low resistance, qui sont des résistances donc inférieures à 1 ohm. Donc voilà, la limite c'est 1 ohm. Donc toutes les résistances inférieures à 1 ohm, ce sont des résistances faibles. Puis nous avons des résistances moyennes, medium resistance, qui sont compris dans l'intervalle entre 1 ohm et 0,1 mégaohm. Donc tout ça, donc c'est des résistances moyennes entre 1 ohm comme limite inférieure et 0,1 mégaohm comme limite supérieure. Puis nous avons les résistances, les grandes résistances, high resistance, qui sont supérieures à 0,1 mégaohm. Passons maintenant aux mesures des résistances. Les résistances moyennes, qui sont comprises entre 1 ohm et 0,1 mégaohm, peuvent être mesurées à l'aide d'un multimètre sur la position ohmmètre, comme on voit ici sur l'image. Donc ici, la partie en vert, donc c'est l'ohmmètre avec le symbole oméga. Donc nous avons ici, par exemple, sur cet appareil, des calibres qui vont de 200 ohms, ici, jusqu'à 2 mégaohms. Donc le plus grand calibre, c'est 2 mégaohms. Donc on peut mesurer quelques grandes résistances avec ce multimètre. Donc nous avons 200, 2 kg, 20 kg, 200 kg et 2 mégas. Donc la procédure pour mesurer une résistance avec le multimètre, donc il suffit donc de prendre la résistance à mesurer et de la placer entre les bornes comme, avec le fil noir ici, et la borne où c'est inscrit oméga, qui est en rouge ici, et choisir le plus grand calibre pour avoir l'affichage initial. Par exemple ici, en se mettant sur le calibre de 2 mégaohms, on va voir une lecture sur ce calibre qui est donnée par 0,009 mégaohms ou bien une résistance de 9 kiloohms. Donc la valeur de cette résistance, c'est 9 kg.
Donc là, on voit qu'on peut descendre dans le calibre jusqu'à un calibre de 20 kOhm. D'accord? Donc, si on prend un calibre de 20 kg, on va voir une lecture de 9,93 kOhm. Donc, une lecture plus précise que la lecture donnée par le calibre de 2 mégas. Donc, le bon calibre pour lire la valeur de cette résistance est bien 20 kOhm. Si on descend vers le calibre de 2 kg, le multimètre il va afficher une erreur parce que le calibre n'est pas suffisant pour lire la valeur de cette résistance. Une autre méthode de mesure des résistances moyennes, qui est une méthode indirecte, est la méthode voltampère-métrique. Donc, nous avons une résistance R qui est inconnue qu'on cherche à mesurer. Donc, il suffit donc d'utiliser un ampèremètre et un voltmètre avec une source de tension continue. Donc, premièrement, on mesure le courant qui traverse cette résistance à l'aide de l'ampèremètre. Puis, on mesure la tension à ces bornes à l'aide du voltmètre. Et on applique la loi d'Ohm pour trouver la valeur de cette résistance. Donc, R mesuré, ça va être U mesuré sur I mesuré. Pour cette méthode voltampère-métrique, deux montages sont possibles. Donc, soit nous avons le voltmètre qui est branché directement aux bornes de la résistance, et là, donc c'est le circuit 1, donc c'est un montage courte dérivation, appelé aussi aval, ou bien le voltmètre branché aux bornes de la résistance et de l'ampèremètre en série, ou bien tout simplement aux bornes de la source. Donc, c'est le circuit 2, c'est un montage longue dérivation, appelé aussi le montage amont. Commençons par étudier le premier circuit, qui est un montage courte dérivation, appelé aussi aval. Donc, on a dit que dans le montage aval, le voltmètre il est branché directement aux bornes de la résistance. Dans le circuit comme résistance, nous avons RA qui est la résistance interne de l'ampèremètre. R, c'est la résistance inconnue à mesurer. RV, c'est la résistance interne du voltmètre. Si on veut représenter les courants, nous avons I1, c'est la valeur mesurée par l'ampèremètre. Elle va se diviser en deux valeurs. Donc I1, ça va être IR plus IV. IR, c'est le courant qui va traverser la résistance et IV, c'est le courant qui va traverser le voltmètre. Pour les tensions, nous avons UR, c'est la tension aux bornes de la résistance, qui est égale aussi à U1, puisque le voltmètre il est branché directement aux bornes de la résistance. Donc, pour résumer tout ça, on les a classés ici dans le tableau. Donc, nous avons ici sur cette ligne les courants. Après, nous avons les tensions et les résistances. Comme valeur mesurée, nous avons I1. Donc, l'ampèremètre, il va mesurer la valeur I1. Le voltmètre, il va mesurer la valeur U1. Donc, à partir des mesures, la résistance mesurée, qu'on a appelée R1 mesurée, R1, c'est par rapport au circuit 1. Donc, R1 mesuré, ça va être automatiquement U1 sur I1. Donc, c'est la valeur mesurée de la tension sur la valeur mesurée du courant. Si je passe maintenant aux valeurs vraies aux bornes de la résistance, donc nous avons le courant vrai qui traverse la résistance R, c'est IR et non pas I1. Parce qu'on a ici donc le courant I1 qui va se diviser en deux. Donc la valeur vraie du courant aux bornes qui traverse la résistance, ça va être IR. Donc sachant que I1, ça va être IR plus IV. Maintenant pour la tension vraie aux bornes de cette résistance inconnue, elle est donnée par UR. Donc, et là, on remarque que UR, elle est égale à U1. Donc, UR, la tension vraie aux bornes de la résistance, elle est égale à la valeur mesurée par le voltmètre. Donc, si on remarque ici, par rapport au montage aval, on va commettre une erreur sur la lecture du courant. Par contre, la lecture de la tension, elle est exacte puisque le voltmètre, il est branché directement aux bornes de la résistance. Donc, si je passe maintenant aux valeurs vraies, donc la résistance vraie de la valeur vraie de cette résistance, R1, donc ça va être UR, la valeur vraie de la tension à ces bornes.
divisé sur IR. IR, c'est le courant vrai qui traverse cette résistance. Donc, on va avoir une incertitude, delta R, qui est égale à R1 mesuré moins R1 vrai. On va prendre toujours donc la valeur absolue. Donc, essayons maintenant de trouver la valeur de cette résistance vraie en fonction de R mesuré. Donc, on a dit que I1 est égal à IR plus IV. Donc, I1, c'est IR plus IV. Donc, on va remplacer IR par sa valeur en fonction de la tension. Donc, IR, c'est quoi? Ça va être UR sur R vrai, sachant que UR est égal à U1. Donc, IR, je peux l'écrire comme étant U1 sur R1 vrai, plus IV. IV, donc, c'est le courant qui traverse le voltmètre. Donc, ça va être U1 sur la résistance interne du voltmètre, sur RV. C'est U1 sur RV. Donc, je peux dire que R1 mesuré qui est égal à U1 sur U1, donc je remplace U1, donc je remplace, pardon, I1 par cette expression. Donc, ça va être U1 sur I1. I1 étant égal à cette expression, je vais obtenir ce terme-là. Donc, en simplifiant U1, qui est un terme commun ici, je vais obtenir cette expression. Donc, R1 mesuré, ça va être R1 vrai multiplié fois RV sur R1 vrai plus RV. Je pourrais aussi l'écrire autrement en divisant sur RV. Donc, si je divise ici sur RV, je vais avoir R1 vrai. Je divise ici sur RV, je vais avoir R1 vrai sur RV plus RV sur RV, ça va me donner 1. Donc, ça, c'est l'expression de la valeur de la résistance mesurée. Maintenant, si je veux exprimer la valeur vraie, en fonction de la valeur mesurée, donc à partir de là, je peux tirer R1 vrai, c'est R1 mesuré fois RV sur RV moins R1 mesuré. Que je pourrais écrire aussi en divisant sur RV comme étant R1 vrai, c'est R1 mesuré sur 1 moins R1 mesuré sur RV. Donc, si on regarde l'expression de la valeur mesurée à partir de ce montage aval, on remarque que la valeur de la résistance mesurée est plus petite que la valeur vraie de la résistance. Parce que là, R mesurée, elle est donnée par R1 vrai que je suis en train de diviser sur un terme, sur ce terme. Donc, je peux dire que R1 mesurée, elle est plus petite que la vraie valeur de la résistance. Pour que la valeur mesurée soit égale à la valeur vraie, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si je regarde l'expression ici, donc pour avoir R1 mesuré est égal à R1 vrai, donc ce terme-là doit disparaître. Donc automatiquement, il faut que RV soit égal à l'infini. Donc si RV tend vers l'infini, donc ce terme-là, il va tendre vers 0. Donc je vais avoir R1 mesuré qui est égal à R1 vrai. Ce qui est un cas idéal, donc la résistance du voltmètre égale à l'infini, donc ça n'existe pas en réalité parce que le voltmètre possède toujours une résistance interne, même si elle est grande, mais elle existe. Donc ça, c'est un cas idéal. Donc on a toujours la valeur de la mesure, elle est inférieure à la vraie valeur de la résistance pour le montage aval. Si on passe maintenant au circuit 2, qui est le montage longue dérivation ou bien amont. Donc, longue dérivation, on a dit que le voltmètre, il est branché aux bornes de la résistance et de l'ampèremètre en série. Donc, si on représente donc les résistances, nous avons toujours RA qui est la résistance interne de l'ampèremètre. R, c'est la résistance inconnue à mesurer. RV, c'est la résistance interne du voltmètre. Maintenant, pour les courants, I2 mesuré est égal à IR. Donc, puisque le courant qui traverse la résistance est le même que le courant qui traverse l'ampèremètre. Pour les tensions, nous avons ici UR, c'est la tension aux bornes de la résistance, et UA, c'est la tension aux bornes de l'ampèremètre. Et U2, c'est la tension mesurée par le voltmètre. Donc, si on remarque ici, nous avons U2 est égal à UR plus UA.
Donc, contrairement au montage aval, donc l'erreur qu'on commet ici, c'est une erreur sur la lecture de la tension, puisque le courant mesuré, donc le courant qui traverse la résistance, est égal au courant mesuré. Par contre, la tension mesurée, elle est différente de la tension vraie aux bornes de la résistance. Donc la même chose, on va essayer de résumer ces données sur le tableau. Donc nous avons les valeurs mesurées, nous avons I2 sur l'ampèremètre, U2 sur le voltmètre. Donc la valeur R2 mesurée, donc R2 c'est par rapport au circuit 2, donc la valeur mesurée par ce montage longue dérivation, elle est donnée par U2 sur I2. Maintenant pour les valeurs vraies, nous avons IR, le courant qui traverse la résistance, est égal à I2. Donc I2 est égal à IR. Pour la valeur vraie aux bornes de la résistance, UR, donc elle est donnée par, nous avons U2 est égal à UR plus UA. Donc UA, c'est la chute de tension aux bornes de l'ampèremètre. Donc R2 vrai, c'est toujours donc, la valeur vraie de la tension, donc ça va être UR sur la valeur vraie du courant, sur IR. Pour l'incertitude, donc c'est toujours la valeur mesurée moins la valeur vraie en valeur absolue. Donc on va essayer d'exprimer les valeurs mesurées et les valeurs vraies. Donc ici nous avons, on a dit la tension mesurée I2 qui va être donnée par UR plus UA. Donc U2, ça va être, donc je vais remplacer UR par sa valeur. Donc UR, ça va être IR fois R vrai, R2 vrai, plus la tension aux bornes de l'ampèremètre, ça va être IR, puisque IR est égal à I2, fois RA. Donc la valeur mesurée qui est donnée par U2 sur I2, donc il suffit de remplacer U2 par cette expression qu'on a trouvée ici, divisé par I2 qui est égal à IR. Donc, après simplification, on va avoir la valeur mesurée par le montage longue dérivation. Elle est donnée par la valeur vraie de la résistance plus la résistance interne de l'ampèremètre. Donc, si je cherche la valeur vraie de la résistance, ça va être R mesuré moins RA. Et là, à partir de cette expression, on remarque que la valeur mesurée est plus grande que la valeur vraie parce que nous avons R mesuré, c'est RV plus quelque chose, donc plus la résistance interne de l'ampèremètre. Donc, il faut retenir ça. Pour le montage longue dérivation ou bien le montage amont, nous avons la valeur mesurée de la résistance, elle est toujours plus grande que la valeur vraie de cette résistance. Voilà. R mesuré, c'est R vrai plus RA. Donc, pour que la valeur mesurée soit égale à la valeur vraie, il faut dans ce cas-là que la résistance interne de l'ampèremètre soit nulle, qui est aussi un cas idéal qui n'existe pas en réalité. Passons maintenant à l'incertitude absolue de mesure. L'incertitude totale absolue, donc elle est donnée par delta R total, c'est delta R fortuite plus delta R systématique. Pour l'incertitude systématique absolue, donc elle est due au montage. Donc pour le montage aval ou bien le montage amont, elle est donnée toujours par donc, la différence en valeur absolue de la valeur mesurée de la résistance moins la valeur vraie de cette résistance. Donc pour rappel, la valeur vraie de la résistance pour le montage aval, elle est donnée par cette expression et pour le montage amont, elle est donnée par cette expression. Donc, si on fait la différence, R mesuré moins R vrai, pardon, on va obtenir donc delta R systématique pour le montage aval, elle va être donnée par R1 mesuré au carré sur RV moins R1 mesuré. Par contre, pour le montage amont, donc si je fais la différence de R mesuré moins R vrai, donc R mesuré avec R mesuré va se simplifier, en valeur absolue, donc je vais avoir delta R de systématique est égal à RA. Pour l'incertitude fortuite absolue, donc elle est due aux appareils de mesure. Donc en utilisant la méthode logarithmique, donc on va obtenir l'expression de l'incertitude fortuite qui est donnée par U mesuré sur I mesuré.
multiplié fois delta U sur U mesuré plus delta I sur I mesuré. Sachant que le delta U et le delta I, donc ils sont donnés par ces expressions. Donc c'est une erreur de classe plus une erreur d'appréciation. Examinons maintenant l'incertitude systématique relative sur la mesure de cette résistance. Donc, pour rappel toujours, donc la vraie valeur de la résistance, elle est donnée pour le montage aval par cette expression et pour le montage amont par cette expression. L'incertitude relative par définition, elle est donnée par cette expression. C'est l'incertitude absolue, delta R systématique, sur la vraie valeur de la résistance multipliée fois 100. Donc, c'est un pourcentage donné en pourcent. Donc, c'est R mesuré moins RV en valeur absolue sur RV. Donc, si on calcule cette expression pour le montage aval, on va obtenir, donc, l'incertitude absolue ici, ça va être R1 mesuré sur RV. Sachant que R1 mesuré, elle est pratiquement donc proche, elle est très proche de R1 vrai, donc je peux remplacer R1 mesuré par R1 vrai. Donc je vais avoir l'erreur relative sur le montage aval, elle est donnée par R1 vrai sur la résistance interne du voltmètre. Donc à partir de cette expression, on remarque que cette erreur, donc l'erreur dans la mesure est petite si la valeur de RV est infinie. Donc, si la résistance interne du voltmètre elle est infinie, donc cette erreur elle va tendre vers 0. Ou bien si la résistance à mesurer est petite. Donc, si RV est petite, la même chose, cette erreur elle va tendre vers 0. Donc, le montage, donc on peut conclure que le montage aval est mieux adapté pour la mesure de petites résistances. On va examiner maintenant le cas du montage amont. Donc, on va avoir l'incertitude relative. Donc, en appliquant cette expression, en remplaçant R vrai par sa valeur, on va avoir cette expression. L'erreur relative pour le montage amont, elle est donnée par RA, qui est la résistance interne de l'ampèremètre, sur la valeur vraie de la résistance, sur R2 vrai. Donc, la même chose, à partir de cette expression, on peut déduire que l'erreur dans la mesure pour le montage amont, elle est petite si la valeur de RA est petite. Donc, si la valeur de la résistance interne de l'ampèremètre est petite, automatiquement, cette erreur, donc, elle va être petite. Ou bien, si la résistance à mesurer est grande. Donc, si on a R2 qui est grande, donc cette erreur, elle va être petite. Donc, on peut conclure que pour le montage amont est mieux adapté pour la mesure de grande résistance. On va voir maintenant le choix du montage en fonction de l'importance de la résistance à déterminer. Autrement dit, quel montage choisir selon l'ordre de grandeur de la résistance. Le choix du montage dépend de la valeur de la résistance inconnue à mesurer, Rx, et des appareils de mesure disponibles. Il est donc nécessaire d'avoir une idée sur la valeur de la résistance à mesurer. Généralement, on mesure d'abord à l'aide d'un multimètre en position en mètres pour avoir une idée sur la mesure, sur la grandeur de cette résistance. Puis, on va choisir le montage adéquat. Et le choix, donc, il se fait selon la règle suivante. Donc, si la résistance trouvée R vrai donc, est inférieure à RV fois RA, RV étant la résistance interne du voltmètre et RA la résistance interne de l'ampèremètre, là, donc c'est une résistance de faible valeur, donc on va privilégier le montage aval. Si au contraire, la valeur de la résistance elle est supérieure à la racine carrée de RV fois RA, donc c'est une résistance c'est des résistances de forte valeur et on privilégie le montage amont. Une autre méthode indirecte de mesure des résistances moyennes, c'est la méthode de zéro avec le pont de Wheatstone. Donc, le pont de Wheatstone est un circuit constitué de 4 résistances disposées en pont. Donc, voilà les 4 résistances.
qui sont donc placées en pan, dont l'une est la résistance Rx inconnue à mesurer. Donc Rx, c'est la résistance qu'on cherche à mesurer. Et d'un galvanomètre G disposé entre les points B et D, donc voilà le galvanomètre entre B et D, et d'une source de tension placée entre les points A et C. Rx est la résistance à mesurer, Rv est une résistance variable étalon, donc qui est là. Donc Rv généralement, donc c'est un boîtier de résistance à 3, 4 ou à 5 décades. R1 et R2 sont deux résistances étalons. R1 et R2, c'est des résistances étalons connues. À l'équilibre du pan, c'est-à-dire quand le courant qui traverse le galvanomètre s'annule, donc Ig égale 0, donc quand on a l'aiguille du galvanomètre qui indique le 0, on va avoir l'expression suivante. Donc on va jouer sur la valeur de Rv de telle sorte que le courant s'annule pour pouvoir donc exprimer Rx en fonction de R1, R2 et Rv. Donc Rx est égal à R1 sur R2 fois Rv. On va voir maintenant la méthode de la perte de charge pour la mesure des grandes résistances, donc des résistances supérieures à 0,1 mégaohm. Donc elle est utilisée pour la mesure de très grandes résistances supérieures à 0,1 mégaohm. Donc le principe est le suivant, une résistance inconnue, donc ici Rx, c'est la résistance inconnue, est connectée en parallèle avec une capacité et un voltmètre électrostatique. Donc voilà la capacité et voilà le voltmètre. Donc la procédure est la suivante. En premier lieu, donc l'interrupteur est fermé. Donc cet interrupteur est fermé et le condensateur, il va se charger à la tension de la source V. En deux, donc l'interrupteur ouvert, donc quand on ouvre l'interrupteur, donc la batterie ou bien la source est déconnectée du circuit. Le condensateur va se décharger à travers la résistance inconnue. Donc le condensateur, dans ce cas, il va se décharger à travers la résistance. C'est pour ça qu'on appelle donc, cette méthode de perte de charge. Donc le voltmètre va mesurer la tension de charge et de décharge du condensateur. Donc on connaît bien l'expression de la charge et de la décharge du condensateur, donc V en fonction du temps, donc ça va être V de la source exponentielle moins T sur C fois R. C étant la capacité du condensateur et R c'est la valeur de la résistance à mesurer. Grand V c'est la AFM de la batterie et V c'est la lecture du voltmètre. Donc on va avoir donc à partir de cette expression, donc je vais avoir le rapport V sur grand V sur petit v est égal à exponentielle de T sur CR. Donc on peut déduire l'expression de la résistance. Donc la mesure de la résistance à partir de cette méthode, elle est donnée par 0,4334 fois T divisé par C, la capacité du condensateur, logarithme décimal de grand V sur petit v.